le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le mercredi 27 juillet 2022, troisième sortie de la page internationale pour cette semaine depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Et Erlichi Dorelas pour présenter cette page internationale. Jacques Maël pour le grand journal François Roubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs à la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. Jacques Maël. Direction la RDC, plusieurs morts dans les manifestations contre la MONUSCO. Au second jour de manifestation, appelant au départ de la MONUSCO, 3 casques bleus ont été tués, au moins 12 manifestants au Congo. Voici un reportage signé Africa News. Le bilan s'est alourdi en RDC. Ce mardi, 3 membres de la mission de l'ONU et au moins 12 manifestants ont été tués dans 2 villes de l'Est de la République démocratique du Congo, au 2e jour de manifestation contre la MONUSCO, accusée d'inefficacité dans la lutte contre les groupes armés. Dans l'après-midi, la situation était toujours très tendue à Butembo, un important carrefour commercial où les activités ont été paralysées. Ce qui vient de se passer ici, un casque bleu de la MONUSCO a tué une personne ici dans leur base et il en a blessé une autre. Nous ne voulons plus d'eux ici. Laissez-les rentrer chez eux. Plus de 20 ans que la MONUSCO est au Congo. Il n'y a pas de paix au Nord Kivu, pas de paix à l'Est. Comment expliquer que le M23 puisse avoir des armes plus puissantes que la MONUSCO ? Mardi matin, des centaines de manifestants avaient envahi les abords de la base logistique de la MONUSCO à Goma et attaqué le camp de transit de la mission situé hors du centre-ville. Nous ne voulons plus de la MONUSCO. Bye bye MONUSCO scandaient des affiches de cette campagne. Les forces de sécurité congolaises contenaient difficilement la foule aux abords de la base logistique. Suspension de la télévision russe par la justice européenne. La justice européenne confirme la suspension du média RT France. A rapidement indiqué et faire appel de cette décision. Le Kremlin a lui déclaré que la Russie va entraver le travail des médias occidentaux sur son territoire. Voici un reportage signé Euronews. La justice européenne valide la suspension de la diffusion du média russe RT. Le tribunal déclare et arrête. Le recours est rejeté. Les juges estiment que la décision de l'Union européenne de faire taire Russia Today ne menace pas la liberté d'expression. Face à l'urgence de la situation provoquée par la guerre, le tribunal européen explique que la suspension mise en œuvre rapidement n'a pas violé le droit du média russe à être entendu. Les États membres ont décidé au mois de mars d'interdire RT et Sputnik dans les jours qui ont suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les 27 soulignaient alors que Moscou utilisait ces canaux afin de transmettre sa propagande à destination de l'Europe et recourait à ces médias pour justifier sa guerre contre Kiev. La filiale française de RT a porté l'affaire devant la justice européenne. Elle accusait le Conseil, l'institution qui représente les États membres, de ne pas être compétent en la matière et que cette suspension violait la liberté d'expression. Je soutiens avec force la liberté d'expression et la liberté des médias. Mais RT et Sputnik ne sont pas des médias. Ce sont des armes d'une guerre hybride. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la directrice de RT a répété à plusieurs reprises qu'elle était à la tête d'un outil de guerre contre les démocraties et nous voulons protéger nos démocraties. Le porte-parole du Kremlin dénonce la décision de la justice européenne. Dmitri Peskov parle d'une attaque contre la liberté d'expression et la liberté de la presse. En représailles, la Russie va gêner le travail des médias occidentaux sur son territoire. Parlons de la visite du prince saoudien Mohammed Ben Salman en Grèce.
Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a entamé mardi une visite officielle de 2 jours en Grèce avant une étape en France. Selon l'agence de presse du Royaume, il s'agit de son premier voyage dans l'Union européenne depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Voici un reportage à Sydney, France 24. Une poignée de mains chaleureuses et l'hymne national saoudien qui résonne aux abords du bureau du Premier ministre grec. Mohammed Ben Salman, en visite officielle à Athènes, berceau de la démocratie, mais pour parler affaires. Les deux pays veulent renforcer leurs relations bilatérales avec une série de projets, des accords portant sur l'énergie, les transports maritimes ou encore la défense devraient être signés ce mercredi. C'est l'occasion de réaffirmer la force de notre relation stratégique. Nous signerons des accords importants et nous aurons l'occasion de discuter plus en détail des développements régionaux. Je vous avais promis que je ne viendrais pas les mains vides. La donne va changer pour nos deux pays et pour toute la région. Un retour en grâce en Europe pour le prince héritier saoudien, lui qui, depuis l'assassinat du journaliste Khashoggi en 2018, n'était plus en odeur de sainteté chez les Occidentaux, qui le considéraient comme le principal commanditaire. Mais la guerre en Ukraine et ses effets dévastateurs sur les prix de l'énergie semblent avoir changé la donne. On se souvient en particulier de ce cliché à Jeddah, datant d'une dizaine de jours, où Joe Biden et MBS se font un chèque du poing, comme pour sceller la réconciliation de leur pays. Avant son arrivée au pouvoir, le président démocrate avait pourtant promis de traiter le royaume saoudien en paria en raison de l'affaire Khashoggi et de ses violations des droits humains. Mais aujourd'hui, la principale préoccupation des alliés occidentaux est de convaincre Riyad, premier exportateur de brut, d'ouvrir les vannes afin de soulager les marchés. Cette question pourrait s'inviter dans les échanges entre Emmanuel Macron et MBS. Le prince héritier est attendu à Paris dans les tout prochains jours. La guerre continue en Ukraine, sur le front de la guerre en Ukraine, tandis que le conflit entre dans son 6e mois. Kiev lance sa contre-offensive dans la région de Kherson au sud. De ce côté, la Russie est entrée dans une pause opérationnelle qui interroge sur sa capacité à poursuivre son invasion. Voici un dossier spécial signé La 5 à l'émission C'est dans l'air. Des frappes de missiles en pleine nuit, ici à Mykolaïv. 5 mois après le début de l'invasion russe, le feu des bombes continue de s'abattre en Ukraine. Ces derniers jours, Moscou intensifie ses frappes dans le sud du pays. Dans ce village repris aux mains des Russes après d'intenses combats, les traces des destructions sont partout. Les soldats ukrainiens se préparent à présent à lancer une contre-offensive majeure pour libérer la plus grande ville du sud de l'Ukraine, là où tout va se jouer. Nous libérerons Kherson, c'est sûr. Nous ne la donnerons pas aux Russes. C'est pourquoi nous sommes ici, pour que nos enfants n'aient plus à se battre, pour que nous puissions résoudre ce problème maintenant et pour toujours. Kiev assure vouloir libérer d'ici septembre toute la région de Kherson. Et pour galvaniser ses troupes, le président Volodymyr Zelensky affirme que les soldats russes seraient découragés. Même les occupants admettent que nous allons gagner. Nous l'entendons dans leurs conversations tout le temps, dans ce qu'ils se disent. Alors nous ne lâchons rien. Sur le terrain, les lance-roquettes américains HIMARS permettent aux Ukrainiens de frapper des dépôts de munitions russes. Et les livraisons d'armes continuent. Avec cette semaine, les chars de combat allemands Gepard. 6 nouveaux canons César français sont également en route vers l'Ukraine. En déplacement aux États-Unis, la première dame, Olena Zelensky, ovationnée, a réclamé encore plus de soutien militaire devant le Congrès américain. Je demande maintenant quelque chose que je n'aurais jamais voulu demander. Je demande des armes. Des armes qui ne seraient pas utilisées pour mener une guerre dans un autre pays, mais pour protéger sa maison et le droit de se réveiller en vie chez soi. Je demande des systèmes de défense anti-aérienne, afin que des missiles ne tuent plus d'enfants dans leurs poussettes.
Côté russe, juillet a été l'occasion d'une pause opérationnelle pour l'armée, sans empêcher le Kremlin de maintenir la pression. Chacun doit savoir que nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses. Les objectifs géographiques de l'opération spéciale vont s'étendre encore plus loin de la ligne actuelle. Au-delà donc du Donbass, mais les hommes manqueraient à l'appel. Russes et séparatistes essuient de lourdes pertes. Il y a 2 semaines à Lugansk, 58 soldats étaient enterrés. Aujourd'hui, nous enterrons nos gars qui ont donné leur vie pour notre patrie. Nous avons le devoir de faire tout notre possible pour déterminer les noms de chacun d'entre eux afin que ces noms soient à jamais gravés dans nos cœurs. Selon Washington, 15 000 soldats russes seraient morts. Et combien de blessés? Moscou peinerait à renouveler aujourd'hui ses forces sur le terrain. Depuis le début de cette guerre, des jeunes hommes en âge de faire leur service militaire s'inquiètent d'être envoyés de force à la guerre. Je ne pense pas qu'on me laisserait le choix. Mais si j'avais le choix, je n'irais pas. J'éviterai l'armée par tous les moyens. Je n'irai pas. Je suis contre une conscription urgente. Aujourd'hui, un appelé ne peut être envoyé au front, sauf s'il souscrit un contrat après 3 mois minimum de service. Un amendement supprimant ce délai est en voie d'adoption au Parlement russe. Que se passe-t-il dans le monde? OTAN, Ukraine, Russie. À qui l'histoire donnera-t-elle raison? Voici un extrait de l'émission sur Opera TV. Mes chers compatriotes, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient à cœur. C'est l'importance de l'histoire et de la géographie dans les relations internationales et à quel point il est inepte, stupide même, pour des responsables politiques ou pour des journalistes ou pour d'ailleurs le grand public de juger d'un conflit international sans avoir un minimum de connaissances sur les raisons qui sont à l'origine du conflit et aussi un contexte historique et géographique qui peut l'expliquer. Rien n'illustre mieux mon propos que le conflit qu'il y a actuellement entre la Russie et l'Ukraine, puisque, si j'en crois le narratif officiel, ce qui est débité 24 heures sur 24 par les grands médias du pays, ce qui semble d'ailleurs être perçu comme tel par la grande majorité de nos responsables politiques qui ne vont pas chercher midi à 14 heures, c'est qu'on a l'impression d'un pays sympathique, gentil, brave, qui s'appelle l'Ukraine, voilà, qui, telle Blanche-Neige, d'un seul coup est tombée sur le grand méchant loup, et avec un ours sanguinaire, la Russie qui a commencé à vouloir intervenir sans raison, comme ça, subitement, en voulant lui piquer ses provinces, et que tout ça est absolument scandaleux, et donc que l'Occident, qui doit défendre la veuve et l'orphelin, il est normal que l'on se mobilise, que tout le monde se mobilise, qu'on dépense des centaines de millions d'euros des Français pour défendre cette cause, pour faire entrer tout de suite ce pays dans l'Union européenne sans tenir compte des coûts énormes que cela impliquerait. J'ai fait déjà une vidéo là-dessus. Mais ça, c'est quand même ahurissant. La moindre des choses dans n'importe quel sujet, que ce soit pour, je ne sais pas, un problème juridique, que ce soit sur un crime, que ce soit sur un conflit commercial, que ce soit sur une maladie, etc. La première chose que fait un juge, que fait un médecin, que fait un avocat, etc., c'est de partir à la recherche des causes. D'où tout ceci vient-il ? Alors je voudrais ici vous parler très simplement, d'abord parce que je ne suis pas moi-même un expert, je suis simplement un amateur de l'histoire et donc j'aime bien me documenter. Il se trouve par ailleurs que je suis allé sur les lieux. Il y a quelques années, je suis allé à la fois en Ukraine, à la fois à Kiev, à Odessa, mais je suis aussi allé en Crimée, donc je connais quand même un petit peu les lieux. Je suis aussi allé à Moscou. Mais également, je voudrais vous attirer votre attention sur le panorama général de la géographie et de l'histoire dans lequel se situe le conflit actuel.
C'est ainsi que se referme la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale, Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo pour ce aujourd'hui. Boston 81 degrés Fahrenheit, 27 degrés Celsius. Jacmel 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Lionel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mercredi, accompagné de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.